Bonjour à tous, bienvenue à la session dédiée à la dimension internationale dans le programme Erasmus+. Je me présente, Aude Richard de l'agence Erasmus+, France Éducation et Formation. Je travaille au département promotion. Je suis accompagnée de ma collègue Agathe Blanc du Bonjour. département contrôle et évaluation de projet et de mon collègue Bastien Lambert qui vont co-animer avec moi cet atelier. Bastien du Bonjour. département gestion de projet. Cette session s'adresse aux acteurs de l'enseignement supérieur qui souhaitent donner une dimension internationale à leur projet de coopération. En effet, le programme Erasmus+ ne s'arrête pas aux 33 pays membres du programme, mais peut aller bien au-delà et proposer des coopérations avec les pays du monde entier, appelés pays tiers non associés au programme. C'est ce que l'on appelle la dimension internationale Erasmus+. Voici comment va se dérouler cette session. Alors, dans une première partie, nous allons présenter le contexte et les opportunités de la dimension internationale. Ce sera une représentante de la Commission européenne qui va intervenir pour nous. Dans une deuxième partie, nous vous présenterons les actions possibles dans le programme Erasmus pour la dimension internationale. En troisième partie, nous étudierons la stratégie d'établissement ou comment intégrer et pourquoi la dimension internationale dans un établissement d'enseignement supérieur. En quatrième partie, nous vous présenterons les outils et ressources pour vous accompagner dans ces projets. Et enfin, nous terminerons par le témoignage d'une étudiante qui a fait son master Mundus. Alors, cette session va être ponctuée de 2 points questions-réponses. Donc, après le point 2 et après le point 5. Mathilde, je te passe la parole pour nous présenter cette session. Oui, merci. Donc, sur cette session, je vais faire le lien entre vous et les intervenants. Et pour cela, on a mis en place une plateforme dédiée pour que vous puissiez poser vos questions. Cette plateforme est accessible depuis votre téléphone portable. Donc, pour ceux qui nous rejoignent dans cette journée pour cette session, je vous invite à attraper votre téléphone portable. Et puis, deux manières de rejoindre la plateforme. La première, c'est de scanner le QR code qui s'affiche à l'écran ou alors le lien qui s'affiche également à l'écran. Donc, le lien, c'est krdsparkup.live et de vous connecter en mettant le mot de passe, le code qui est Erasm, ERASM. Vous aurez ensuite à indiquer votre prénom, votre nom. Le mail n'est pas obligatoire et vous pourrez poser vos questions. Voilà, on se retrouve tout à l'heure. Merci. Merci bien. Et donc, pour commencer cette première partie, nous accueillons Deirdre Linan, chargée des politiques à la Direction générale éducation audiovisuelle et culture de la Commission européenne. Bienvenue à vous, Deirdre. Nous vous laissons la parole. Bonjour, c'est un plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Et je pense que vous avez déjà eu une introduction à la dimension internationale ce matin, en tout cas pour ceux d'entre vous qui ont participé ce matin. Je vais vous donner quelques indications de là où on en est au niveau de la programmation des actions internationales. Et je crois que beaucoup d'entre vous ont constaté que pas toutes les actions étaient ouvertes dans le premier appel qui est sorti au mois de mai, au mois d'avril cette année. C'est la raison pour laquelle c'est parce qu'on attendait le financement des instruments financiers externes en fait pour contribuer à toutes les actions internationales d'Erasmus. Comme vous le savez, la dimension internationale est financée par deux lignes budgétaires, deux titres, le budget Erasmus et les instruments externes. En ce qui concerne les instruments externes, nous recevrons 2 milliards de fonds additionnels qui vont s'ajouter au budget Erasmus. Et c'est avec ça que la plupart des actions pourront être ouvertes pour la coopération internationale. Alors, j'ai indiqué ici sur la diapositive, vous avez plus ou moins 374 millions pour les Balkans et 1,8 milliard pour le reste du monde. Et ça, je vais vous expliquer un peu plus en détail après. Pour vous dire, en termes
calendrier. Nous avons quasi un accord définitif sur la distribution de ce budget sur les différentes régions. Il y a des consultations avec les États membres, avec le Parlement européen et ensuite le processus décisionnel au sein de la Commission qui devrait être clôturé d'ici fin juillet. Slide suivant, s'il vous plaît, merci. Les caractéristiques principales ont un peu été soulevées ce matin, mais surtout ce que nous voulons faire dans la dimension internationale dans la période 21-27, c'est pouvoir permettre une coopération accrue entre les établissements. Aujourd'hui, je vais focaliser sur l'enseignement supérieur, mais bon, on parle aussi de la formation professionnelle, par exemple. Mais on veut permettre de renforcer la coopération entre les établissements, mais aussi les partenariats entre les pays programmes et les pays partenaires, et soutenir des transitions vertes et digitales, et aider le secteur universitaire de nos pays tiers à se reprendre de la crise. On a vu vraiment comment ça a affecté les universités, le secteur dans nos pays partenaires. Et les actions vont aider à ça. On voudrait aussi rapprocher beaucoup plus les actions qui sont disponibles avec les priorités de l'Union européenne. Je vais revenir un peu là-dessus. Et on va chercher beaucoup plus d'impact pour les projets Erasmus dans les pays partenaires. Nous savons qu'il y a différents acteurs dans les pays partenaires, différents programmes. Vous avez vos programmes bilatéraux, il y a le programme Erasmus, et quelque part, on voudrait qu'il y ait plus de travail ensemble, plus de collaboration et plus de visibilité sur les actions de l'Union européenne et des États membres dans les pays partenaires. Le dia suivant, s'il vous plaît. Quand je parle de priorités politiques, par rapport aux différentes régions du monde, nous avons des contextes, des communications, des stratégies qui ont été établies pour les différentes régions. Et Erasmus et le soutien au secteur de l'enseignement sont clairement indiqués dans ces communications. Quand je parle, par exemple, de la stratégie conjointe qui a été publié l'année passée avec l'Afrique, il est très clairement mis qu'on veut un renforcement de la coopération dans le domaine de l'enseignement supérieur, de la recherche entre les établissements des deux côtés, des Balkans aussi, le partenariat oriental. Si on pense à l'Amérique latine, on peut soutenir l'espace de l'enseignement supérieur en Amérique latine. Enfin, chaque région a, un cadre politique, et les projets peuvent parler à ce cadre. Et ça, je crois que ça va être assez important dans la prochaine phase du programme. Diapositive suivante, s'il vous plaît. Par rapport aux régions, et c'est ici que vous allez remarquer quelques changements par rapport à la période précédente, pour ceux qui ont déjà travaillé dans Erasmus. Donc maintenant, il y a deux instruments comparés à, je pense qu'il y en avait 4 dans la période précédente. Maintenant, il y a un instrument pour les Balkans occidentaux qui s'appelle IPA. Et tout le reste du monde se trouve sous l'instrument financier qui est l'instrument au développement et la coopération. Et tous les pays s'y trouvent, que ce soit des pays sous-développés ou de revenus moyens, et les pays à haut revenu également. Et ils sont groupés en 4 grandes catégories. On a le voisinage avec le partenariat oriental que vous connaissez, la Méditerranée du Sud et la Fédération de Russie. Ensuite, on a une grosse région qui s'appelle Asie-Pacifique. Et là, nous avons l'Asie centrale, le Moyen-Orient et le Pacifique, y compris, donc, comme je dis, les pays à revenus élevés. L'Afrique subsaharienne est une région unique maintenant. Donc, l'Afrique du Sud, qui avant était séparée des autres régions, se trouve dans cette région-là. Et donc, elle est composée de 49 pays, tous les pays de l'Afrique, sauf l'Afrique du Nord, qui fait toujours partie, bien sûr, du voisinage. Ensuite, le dernier, c'est les Amériques et le Caraïbes. Donc, on a l'Amérique latine, les Caraïbes, et les États-Unis et le Canada. En ce qui concerne le budget,
Vous remarquez qu'il y a encore un budget, un pourcentage très élevé pour l'enseignement supérieur, donc près de 80% du budget sera attribué pour des actions dans l'enseignement supérieur. Mais ce que vous pouvez constater surtout, c'est si vous comparez la période précédente, le jaune, avec la période future, donc le bleu marine, vous pouvez constater qu'il y a une augmentation mais significative, presque 4 fois plus élevée pour l'Afrique subsaharienne. Beaucoup d'entre vous voulaient collaborer avec l'Afrique en précédence. Le budget était vraiment trop petit, c'était trop compétitif et beaucoup d'entre vous ont même décidé, ça ne valait même presque pas la peine de rentrer des projets pour l'Afrique. Maintenant, je vous donne le message totalement inverse. S'il vous plaît, travailler, coopérer sur l'Afrique parce que c'est vraiment maintenant c'est la région qui a le plus de budget disponible. Les autres régions restent stables par rapport au passé, avec une légère diminution de budget pour l'Asie et pour l'Amérique latine. Il n'y a pas une grosse augmentation du budget total, donc fatalement, il y a dû y avoir des choix quelque part, mais on peut dire que le budget maintenant correspond vraiment aux priorités politiques, géopolitiques de la Commission, avec le voisinage, les Balkans et l'Afrique comme étant les grosses régions, disons, dans le programme. Autre nouveauté que nous aurons pour la période à venir, beaucoup d'entre vous connaissent les bureaux Erasmus dans les pays partenaires, dans le voisinage et dans les Balkans. Maintenant, on va établir un réseau de points focaux dans le reste du monde. C'est d'autant plus important que, par exemple, en Afrique, maintenant, on va avoir un budget conséquent à utiliser. Il faut qu'on ait des personnes, des organisations qui connaissent bien le programme dans les pays partenaires et qui peuvent vous aider et aider les universités dans les pays partenaires à monter le projet, à avoir accès à de l'information, à mettre en contact les acteurs des deux côtés. Donc, on espère que d'ici janvier, ce réseau de points focaux sera mis en place. Bon, ce sera un processus assez graduel. Pas tous les 100 et des pays du monde seront représentés dès le tout début, mais on va mettre tous nos efforts en place pour, en tout cas, avoir une bonne représentation dès le premier appel dans les différentes régions du monde. Et l'autre nouveauté que je voudrais signaler, c'est les échanges virtuels. Vous savez peut-être qu'on a lancé un exercice pilote dans la région de la Méditerranée du Sud dans le programme précédent. Eh bien, cette action va être élargie à d'autres régions, donc les Balkans, le partenariat oriental, Russie, Méditerranée et l'Afrique. Il y aura un premier appel qui est un peu décalé en septembre, par rapport aux appels normaux, disons, d'Erasmus. Mais après ça, ce seront des appels annuels réguliers. Cette action, en fait, c'est la mise en place de plateformes dans lesquelles les jeunes, que ce soit des jeunes dans des organisations de jeunesse ou des étudiants universitaires, se retrouvent dans un forum, dans une plateforme qui est animée par des personnes formées et ça leur permet d'avoir accès à des formations en ligne, des salles de travaux, disons, des possibilités de faire des projets ensemble, de collaborer. Et le projet est financé selon le nombre de personnes qui participent, qui participent et qui sont dans ces réseaux, ces plateformes d'échange virtuel. Je pense que c'est mon dernier slide, donc on va rentrer beaucoup plus en détail dans les différentes actions. Mais donc, juste pour faire récapituler, un budget augmenté pour l'Afrique, des nouvelles actions et nous espérons plus de stabilité dans le programme pour la période à venir. Merci. Parfait, mais merci beaucoup Deirdre pour toutes ces informations de contexte et toutes ces nouveautés. Donc c'est très intéressant en ce qui concerne la dimension internationale. Deirdre reste avec nous en ligne, donc si vous avez des questions à poser, n'hésitez pas, elle sera disponible sur la session de questions-réponses. Donc voilà, profitez-en.
Nous passons donc à la deuxième partie de cette session. Nous allons vous présenter les actions du programme Erasmus+, un peu plus en détail, les actions ouvertes pour la dimension internationale. Et pour ceci, je passe la parole à Bastien. Merci. Effectivement, le programme Erasmus+ est composé de plusieurs actions, dont certaines d'entre elles ouvertes à l'international pour le secteur de l'enseignement supérieur. Nous avons l'action clé 1, la mobilité des individus, l'action clé 2, la coopération entre organismes et institutions, et les actions Jean Monnet. Nous vous proposons un focus relatif à l'action clé 1, qui offre de nombreuses possibilités pour la mobilité physique et hybride des étudiants et du personnel, avec notamment les pays partenaires, autrement appelés pays tiers non associés au programme. Pour rappel, l'action clé 131 remplace l'action 103 et l'action clé 171 remplacera dès 2022 l'action clé 107. Concernant l'action clé 131, cette action permet l'organisation de projets de mobilité physique et hybride. Hybride, c'est-à-dire un mix entre mobilité physique et virtuelle des étudiants de l'enseignement supérieur en études ou en stage. Deux formats de mobilité existent, des formats longs, donc de 2 à 12 mois, et des formats courts, de 5 à 30 jours. Pour les formats courts, une composante virtuelle est nécessaire. L'action clé 131 permet aussi l'organisation de mobilité physique et hybride de personnel pour des activités d'enseignement ou de formation. Dans le cadre de la précédente programmation, cette action était appelée mobilité des étudiants et du personnel entre les pays programmes. En effet, cette action n'était ouverte qu'aux pays participants au programme, composés des États membres de l'Union européenne, des États membres de l'AELE et des pays en voie d'adhésion. Cette dénomination n'a plus de raison d'être, puisque la grande nouveauté de ce programme, de l'action clé 131 notamment, est son ouverture à l'international, puisqu'en effet tous les établissements d'enseignement supérieur qui disposent d'une convention pourront utiliser jusqu'à 20% de leur budget initial pour organiser des mobilités sortantes, donc exclusivement sortantes, à destination des pays tiers. Pour rappel, dans cette nouvelle programmation, la Suisse et le Royaume-Uni deviennent des pays tiers non associés au programme. Ils sont donc éligibles à l'action 131. Voyons maintenant l'action clé 171. Cette action existait déjà dans le cadre de l'ancien programme sous la dénomination AC 107, Mobilité internationale de crédit, et permettait l'organisation de mobilité étudiante, études et stages, ainsi que de mobilité personnelle, enseignement et formation vers ou depuis les pays partenaires. Cette action est reconduite dans le cadre de ce nouveau programme Erasmus+. Le premier appel aura lieu l'an prochain. L'objectif de cette action est triple: soutenir l'internationalisation des établissements d'enseignement supérieur, mettre en avant la richesse et l'attractivité de l'enseignement supérieur et promouvoir la coopération avec les pays tiers non associés au programme. Cette action, à la différence de l'action clé 131, fait l'objet d'une évaluation. En effet, cette évaluation permet d'établir un classement et de financer, le cas échéant, les projets. L'une des nouveautés de l'appel 2022 sera une évaluation davantage orientée selon une approche régionale et non plus pays par pays. Merci beaucoup pour toutes ces précisions. Donc, nous venons de voir voilà, les deux grosses actions, action clé 1. Et maintenant, nous allons faire un petit focus sur les actions clé 2 et actions Jean Monnet. Et pour cela, je me tourne vers Agathe. Oui, merci Aude. Donc, comme vous pouvez le voir sur le diaporama, au niveau de l'action clé 2, il y a quand même plusieurs actions qui peuvent être mobilisées dans le cadre de vos stratégies internationales. Parmi celles-ci, il est important de distinguer deux catégories. Tout d'abord, les actions qui peuvent comporter une dimension internationale, c'est-à-dire celles où les partenaires peuvent être des établissements des pays membres, mais aussi des établissements des pays tiers non associés au programme. Dans cette première catégorie, on trouve 3 actions. La première, les partenariats de coopération. Elles permettent d'échanger des pratiques et des méthodes avec vos partenaires. Petite nouveauté sur 2021, puisque désormais, au stade de l'évaluation, le critère
de pertinence du pays partenaire, du pays tiers partenaire, excusez-moi, n'est plus éliminatoire. Deuxième action, les actions Erasmus Mundus. Celle-ci vise la mise en place des masters conjoints dispensés par un consortium international d'enseignement supérieur. Là encore, 2 nouveautés pour 2021. Dans un premier temps, ces actions peuvent être coordonnées par des établissements des pays tiers non associés au programme, ce qui n'était pas le cas sur l'ancienne programmation. Et deuxième nouveauté, un financement spécifique dédié aux activités préparatoires et qui est désormais accessible. Enfin, une troisième action de l'action clé 2 qui peut être ouverte à l'international, ce sont les alliances pour l'innovation. Alors là, nous sommes plus sur des projets de coopération à grande échelle entre notamment les établissements d'enseignement supérieur, de la formation professionnelle et des entreprises. Comme vous pouvez voir à droite du diaporama, les actions Jean Monnet s'inscrivent aussi dans cette dynamique, puisqu'elles permettent de financer des activités, que ce soit des cours, des chaires ou encore des centres d'excellence, dédiés à la connaissance et à la promotion de l'Union européenne, pour des organismes du monde entier. Voilà un petit peu pour les 3 premières actions qui peuvent s'ouvrir à l'international dans vos projets. Donc là, si on résume un peu ce que tu viens de nous présenter, c'est 3 actions, donc les partenariats de coopération, les actions Erasmus Mundus et les alliances pour l'innovation, et en plus les actions Jean Monnet, sont des projets ouverts aux pays tiers, mais ce n'est pas une obligation. C'est une possibilité qu'offre le programme, c'est ça? Oui, exactement. Alors cependant, il existe des actions qui sont exclusivement dédiées à l'international, dont le but est d'associer des pays tiers non membres du programme. Et c'est ce que tu vas nous présenter maintenant. Oui, tout à fait. Elles sont également visibles en bas du diaporama. Nous retrouvons notamment les échanges virtuels Erasmus, aussi appelés Yves, et dont nous a parlé Madame Lénan il y a quelques minutes, donc je ne vais pas m'étendre dessus. Mais aussi l'action renforcement des capacités dans l'enseignement supérieur. Cette action finance exclusivement des projets de coopération transnationale fondés sur des partenariats avec les pays tiers non associés au programme. On retrouve des projets à différentes échelles. Cela peut aller de l'élaboration de programmes d'études communs jusqu'à la mise en place de réformes plus structurelles touchant l'enseignement supérieur et parfois l'environnement social et économique du pays partenaire. À retenir que cette action, avec la mobilité internationale de crédit dont nous a parlé Bastien tout à l'heure, constitue vraiment les 2 outils de coopération internationale à votre disposition et seront présentes dès 2022 sur la nouvelle programmation. Merci beaucoup à vous pour cette présentation fort détaillée de toutes les actions du programme Erasmus+ ouvert à l'international. Nous allons faire un petit point sur la session de questions-réponses. Est-ce que Mathilde, je peux me permettre de me tourner vers toi et voir si on a eu est-ce qu'il y a des réactions dans le chat, dans les questions-réponses? Alors oui, tu peux te permettre, il n'y a pas de souci. Alors oui, plusieurs questions dans le chat. Elles sont essentiellement pour Deirdre. On va profiter que tu sois avec nous pour te les poser. Alors, une première question, notamment sur, tu as parlé de 2 acronymes et certains des personnes qui participent ne sont pas familières. Tu as parlé de NDICI et IPA et est-ce que tu peux lever la confusion? C'est-à-dire, est-ce que NDICI et IPA, c'est que Erasmus ou est-ce que ça finance d'autres choses? C'est quoi NDICI et IPA exactement? Oui, en fait, NDICI, c'est l'instrument pour toute la coopération avec les pays tiers à travers le monde. Donc, que ce soit des investissements dans le domaine de l'agriculture, de l'énergie, la paix et sécurité, les actions, certaines contributions à des programmes globaux, contributions aux Nations Unies, enfin, toutes les actions possibles et imaginables. Et cet instrument contribue à Erasmus. Donc, une partie, une enveloppe, une petite, quand on compare ça à l'entièreté de NDICI, une contribution de 2 milliards est spécifiquement dédiée à Erasmus. Et donc, on prend cet argent et on l'injecte dans Erasmus. Merci beaucoup. Oui, et IPA, c'est la même chose. C'est pour les Balkans, mais c'est l'instrument privilégié pour toutes les actions avec les Balkans, dont une partie sera attribuée à Erasmus.
Très bien, merci beaucoup de cette précision, c'est beaucoup plus clair. Une autre question, alors qu'il y a une question récurrente au fait de l'actualité, c'est le Royaume-Uni et la Suisse. Alors, on a compris de l'intervention de Bastien qu'ils ne sont pas éligibles pour des mobilités dans ce qu'on appelle la mobilité internationale de crédit, la C171. Ils peuvent être éligibles pour de la mobilité sortante via la mobilité intra-européenne, la C131, dans les 20% qu'on vous a donné. Mais d'Erdre, est-ce que ces deux pays, on peut par exemple faire un projet de renforcement de capacité avec eux ou est-ce qu'il y a ou un Erasmus Mundus? Enfin voilà, est-ce que tu peux nous préciser un peu le Royaume-Uni et la Suisse, que peut-on faire avec eux? Pour toutes les actions qui sont financées justement par NDICI et IPA, le Royaume-Uni et la Suisse ne sont pas éligibles on ne peut pas utiliser cet argent-là pour ces deux pays-là. Ils ne sont pas éligibles. S'ils veulent participer à des activités à leurs propres frais, rien ne leur empêche, mais ils ne sont pas éligibles. Donc, pas de renforcement de capacité, pas de financement Erasmus utilisé dans le renforcement des capacités ou dans les mobilités. Merci. Et donc, par contre, ils peuvent être coordinateurs ou partenaires dans les masters conjoints Erasmus Mundus et aussi dans Jean Monnet. C'est ça, oui. Merci. Bien sûr, on a des questions sur l'appel à candidature qui sortira à l'automne. Est-ce que tu peux nous confirmer qu'il y aura bien un appel cette année pour la dimension internationale? Et est-ce qu'on a à peu près une idée du calendrier? Parce que le calendrier de cette année est un petit peu a été un peu perturbé, un peu beaucoup d'ailleurs. Mais quel est le calendrier pour les nouveaux appels à venir? Et est-ce que les actions dimension internationale seront bien dedans? Alors, tous les services en fait concernés, parce qu'on a tous les services externes de la Commission qui sont impliqués, disons, dans la programmation et dans ce calendrier, on fait de tout pour que tout soit réglé de manière à ce que les actions internationales soient incluses dans le prochain appel. D'après mes informations, le prochain appel sortira un peu comme c'était le cas dans le passé, vers le mois de novembre. Et la programmation Erasmus avec la partie externe est le premier programme qui va passer dans toute la liste des programmes externes. Donc, tout le monde se rend très bien compte qu'on ne veut pas rater une nouvelle année académique et donc en principe ils seront là. Donc on prépare déjà les lignes guides, les formulaires de candidature de la même façon que les autres actions. Voilà. Donc pour la personne qui vient de poser dans le chat, c'est donc normal que vous n'ayez pas trouvé les projets de renforcement de capacité, vos appels qui ont été clôturés au printemps, puisqu'il n'y en avait pas sur le dernier appel, mais vous les trouverez dans le prochain appel. Et peut-être une dernière remarque, il y a de nombreuses questions sur des modalités concrètes de candidature ou des modalités de mise en place des projets sur les projets de renforcement de capacité ou sur l'appel à la mobilité internationale de crédit. Alors, on va vous en parler un peu plus loin dans la présentation, mais effectivement, une fois que le guide, l'appel à candidature sera publié, ne vous inquiétez pas, on refera des sessions dédiées à ces deux actions que nous n'avons pas encore couvertes pour le moment, puisque vous l'avez compris, elles n'avaient pas encore été ouvertes. Voilà. Et je redonne la parole au plateau. Merci. Merci beaucoup Mathilde et merci beaucoup Derdre. Donc Derdre, Linan, vous restez bien entendu avec nous jusqu'à la fin. Voilà, si on a d'autres questions. Effectivement, donc on va voir une partie ressources dans la suite de cet atelier. Mais pour l'instant, nous attaquons la troisième partie de la session, qui est comment et pourquoi on intègre la dimension internationale dans la stratégie de son établissement. Et pour cela, nous avons décidé de poser des questions à 2 établissements d'enseignement supérieur. Donc, nous allons recevoir en direct par visio l'Université de La Réunion, représentée par mesdames Anne-Françoise Zatara-Gross et Sophie Prima. Et ensuite, nous recevrons le groupe IGS avec madame Valida Mechri. Nous commençons tout de suite nos premières questions pour l'Université de La Réunion. Bonjour mesdames. Bonjour Aude. Bonjour. Alors, j'ai une première question pour vous.
Madame Zatara, est-ce que vous pouvez nous dire comment tout a commencé à l'Université de La Réunion sur le volet de la dimension internationale? Oui, alors, en 2 minutes, très, très rapidement, donc tout a commencé en 1982. C'est la date, où l'université de La Réunion est devenue une université donc de plein exercice, puisqu'avant elle était, rattachée à l'université donc d'Aix-Marseille, et le président de l'époque était convaincu, que l'ouverture au monde devait constituer donc un des impératifs fondamentaux, de ce qu'il appelait l'université de demain, et la devise de l'université de La Réunion est d'ailleurs, toujours aujourd'hui donc de s'ouvrir au monde que l'on conjugue au pluriel. Alors, cette histoire des relations internationales de l'université, elle se découpe en 4 périodes. Une première période de 1982 à 1988 où c'était une coopération, on va dire, internationale bilatérale, centrée sur la zone océan Indien et en particulier sur l'espace de la Commission de l'océan Indien. De 1988 à 1997, ben, c'est le début de l'histoire européenne de l'université de La Réunion, avec l'entrée dans le programme Erasmus et le développement du programme de l'époque qui s'intitulait Île européenne avec les universités donc, du sud de l'Europe. Et pendant cette période, eh bien, la coopération régionale va continuer, elle va se développer avec une extension notamment vers les pays d'Afrique de l'Est avant que l'on rentre dans une troisième période de 1997 à 2017, qui est là pour le coup marquée vraiment par l'expansion donc du programme Erasmus et l'université donc qui est la seule université française et européenne donc de la zone, eh bien va voir effectivement son influence grandir au sein de cette zone et s'étendre effectivement du côté de l'Asie avec une multiplication, on va dire, des accords bilatéraux dans cette direction. Et puis enfin, nous sommes donc dans la quatrième période depuis 2017, où là, on a tâché, on va dire, de structurer la relation internationale et de construire une stratégie, on va dire, en 2 volets. Une première stratégie hors Europe qui est vraiment centrée sur la zone océan Indien, où on mobilise différents fonds européens, où le multilatéral, on va dire, devient beaucoup plus dominant, avec une volonté de s'inscrire dans la stratégie française de l'Indo-Pacifique. Et puis un deuxième volet qui est la stratégie, on va dire, pour l'Europe, qui a l'accès sur la zone ultra-périphérique donc de l'Europe, ce qui fait que donc nous avons une vice-présidence aujourd'hui qui devient une vice-présidence Europe, Relations internationales et coopération régionale. Voilà en Parfait. quelques mots. Ah oui, merci beaucoup. Donc là, on comprend bien qu'effectivement, vous aviez des accords de coopération avant même l'existence d'Erasmus. Justement, de quelles actions vous avez bénéficié, Madame Prima? Peut-être que vous pouvez nous dire qu'est-ce qui se passe dans l'université? Est-ce que vous faites de la mobilité internationale de crédit, des Mundus? Et peut-être, est-ce que quand on commence une action, ça te donne envie d'en faire une autre? Enfin, est-ce qu'il y a un enchaînement? Oui, alors effectivement, depuis l'Université de La Réunion participe au projet de MIC depuis 2016. C'est vraiment, pour nous, ça a été une opportunité très attendue et qu'on s'est empressé de saisir jusqu'à présent, puisque comme l'a dit Madame Zatara, nos principaux partenaires, nos partenaires historiques sont les voisins, donc non européens, et on ne pouvait pas bénéficier de financement européen pour nos coopérations avec eux. Jusque-là, on pouvait principalement bénéficier de l'aide de l'AUF, mais qui était assez limitée. Donc, on était limité dans le développement de nos coopérations avec nos partenaires. Et depuis l'arrivée de l'AMIC, ça a donné une ampleur bien plus importante, beaucoup plus de sécurité, surtout depuis que les projets sont passés à 36 mois. Et donc ça a quand même changé réellement et considérablement la dimension internationale de notre coopération en termes de coopération académique. Nous sommes aussi partenaires sur un Erasmus Mundus et nous avons aussi participé au montage de 4 projets de renforcement des capacités, un en tant que porteur, qui n'a pas été retenu malheureusement, mais que nous allons proposer de nouveau. Et on participe à 2 autres projets actuellement de Erasmus de renforcement de capacité, dont les partenaires sont pour la plupart également nos partenaires dans des projets MIC.
Et je voulais remercier, je voulais vous dire qu'effectivement, on est très heureux de la bonne nouvelle de Madame Lehmann annonçant une forte augmentation du budget sur l'Afrique. Je confirme que la compétitivité sur ces pays était très, très forte. Les seuils pour avoir un financement avec l'Éthiopie en 2019, par exemple, c'était 94. Nous, on avait 93,5, on n'avait pas été retenu. Pour Maurice, c'était 95. Donc voilà, on est ravis de cette excellente nouvelle. Et donc, cette dimension internationale du programme Erasmus est essentielle pour nous, je vous le confirme. Oui, la concurrence est rude et on est très content aussi de cette augmentation de budget sur l'Afrique. Merci. Donc, on voit l'Université de La Réunion est très active sur de nombreux projets et dans ce qu'on appelle la synergie des fonds également, l'université participe à de nombreux autres projets, à d'autres financements. On pense notamment à Horizon Europe, au FEDER, au FEAMP et également à Interreg. Et je crois savoir que l'Université de La Réunion participe à un projet Interreg qui est particulièrement intéressant. Madame Zatara, est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots? Oui, merci. D'ailleurs, merci de cette invitation et merci justement de la valorisation de ce projet. C'est vrai qu'on se situe à 10 000 kilomètres de l'Europe, mais on est vraiment convaincu par l'effet européen et la synergie des fonds, et en particulier la mobilisation de différents fonds européens est vraiment important pour nous parce que c'est vrai que les régions ultra-périphériques offrent finalement un autre visage de l'Europe. Alors, elles participent de la diversité de l'Europe, mais elles incarnent aussi dans les bassins géographiques et nous, dans notre bassin géographique, donc les valeurs de l'Europe, le modèle européen d'enseignement supérieur, dans lequel les pays tiers peuvent, je dirais, trouver une inspiration. Et ceci nous a conduit à réfléchir sur les instruments de la mobilité universitaire dans cette zone. Et nous avons décidé, il y a 3 ans déjà maintenant, de construire un programme de mobilité encadré pour la zone océan Indien. Nous venons d'ailleurs tout juste d'obtenir donc le financement Interreg, alors qui couvre bien évidemment une zone délimitée, hein, puisque c'est 11 pays de l'océan Indien seulement. Ce programme, il est baptisé Réunion et il sera lancé donc à la rentrée prochaine. Donc c'est, on va dire, le premier programme de mobilité universitaire encadré multilatéral, si je pourrais dire les choses ainsi. Voilà, il sera lancé dans le cadre de la prochaine présidence française de la Commission de l'océan Indien. Ça sera une première année pilote avec un budget donc de 500 000 € qui est cofinancé par l'Université de La Réunion, avec une prévision de renouvellement sur 4 ans, donc jusqu'en 2025, qui est finalement la fin d'accréditation de notre actuelle offre de formation, avec aussi des perspectives d'extension à des pays justement hors de la zone Interreg, en nous appuyant d'ailleurs donc sur le programme Erasmus+ et notamment les MIC. Donc vous doutez qu'on est absolument donc ravis de la nouvelle qui a été portée aujourd'hui donc par Madame Lehmann. Et notre vœu pour le coup, c'est de pouvoir participer à la construction d'un programme qui sera plus vaste pour la jeunesse, et que le président de la République, effectivement, a appelé de ses voeux lors de son dernier passage à La Réunion. Donc, un programme qui comportera à la fois de la mobilité universitaire, mais à côté de la mobilité, on va dire, professionnelle. Voilà. Je Merci répondrai aux beaucoup. questions, quelques questions sur ce projet. Merci à vous. Tout à fait. Merci beaucoup, mesdames. Donc, vous restez avec nous et on espère qu'il y aura des questions pour vous à la session de questions-réponses. Donc, les personnes qui assistent à cet atelier, voilà, n'hésitez pas à poser également des questions à toutes nos intervenantes. Nous accueillons maintenant une deuxième personne qui va représenter un établissement d'enseignement supérieur. C'est donc Madame Valida Mechri pour le groupe IGS. Bonjour Valida. Bonjour à tous, merci de cette invitation. Avec plaisir. Je vais vous poser une première question d'introduction également et pour en savoir un peu plus sur votre établissement. Comment est-ce qu'on se lance dans un projet de mobilité internationale de crédit et surtout avec quel pays vous faites des échanges? Alors, un établissement d'enseignement supérieur se lance en fonction de plusieurs points. Le premier, d'abord, c'est en fonction de sa stratégie internationale. Celle-ci doit intégrer bien sûr des partenariats existants, par exemple en double diplôme, ou même souhaite développer de nouveaux projets. Et d'ailleurs, il est important de souligner que la MIC peut être un réel tremplin pour de nouveaux projets, par exemple pour un capacity building ou un Erasmus Mundus.
Un établissement d'enseignement supérieur se lance également lorsqu'il émet une réelle volonté de développer de nouveaux partenariats dans de nouveaux pays ou de zones géographiques dans lesquelles on peut parfois observer très peu de partenariats académiques actifs ou même des mouvements internationaux. Voilà. En ce qui nous concerne, nous avons obtenu depuis 2015 des MIC avec les États-Unis, la Fédération de Russie, l'Azerbaïdjan, le Kazakhstan, le Ghana, la Tunisie, le Bhoutan, l'Ouzbékistan, la Géorgie, l'Albanie et même la Bosnie-Herzégovine. Alors, lorsqu'on se lance, il est important d'avoir en tête le contexte géopolitique du pays, d'où la nécessité de se documenter et de visiter le site du ministère des Affaires étrangères, mais surtout de se rendre dans le pays, de solliciter les autorités françaises sur place afin d'identifier de potentiels obstacles administratifs et de mieux se rendre compte des conditions d'accueil. Je pense par exemple ici au visa stage qu'il est pratiquement impossible d'obtenir ou qui tout simplement n'existe pas dans certains pays partenaires. Il est donc nécessaire d'échanger en amont avec le partenaire académique à ce sujet afin de trouver une vraie solution pour les étudiants. Je pense ici à la Fédération de Russie ou même à l'Azerbaïdjan où l'étudiant devra demander un visa d'études à la place d'un visa stage et il aura l'obligation de suivre un certain nombre de cours dans l'université d'accueil et c'est cette dernière qui gérera auprès des autorités locales le recensement et l'enregistrement de l'étudiant en question. Merci beaucoup. Alors là, du coup, ça ça nous donne envie de vous poser plein de questions, très opérationnelles, sur ces échanges. Concrètement, donc là, vous nous avez expliqué comment on crée un partenariat et pour aller vers un pays, étranger. En ce qui concerne l'accueil des étudiants étrangers, justement, Oui. est-ce que vous avez des petites techniques? Est-ce que vous déjà, je suppose que vous ne travaillez pas seul, vous travaillez en équipe et voilà, concrètement, comment se passe, cet accueil-là? Alors, les mobilités dites d'études, d'enseignement ou de formation se gèrent bien sûr en coopération et en concertation avec les directions pédagogiques en France et à l'étranger pour tout ce qui est relatif au programme de cours, à la reconnaissance de la mobilité. En ce qui concerne la partie logistique, on va plutôt se tourner vers le service des relations internationales, par exemple, pour l'enregistrement de l'étudiant lors de son arrivée auprès de l'Office français de l'immigration et de l'insertion. D'ailleurs, c'est ce même service international qui va préparer toute la partie logistique, l'ouverture des comptes bancaires, bien sûr, avec le consentement de l'étudiant. Pour ce qui est de l'hébergement, nous informons systématiquement les étudiants lors des présentations Erasmus+, des prix pratiqués en France, parce que pour certains, il peut y avoir un choc des cultures. Pour faciliter la mobilité, nous faisons également le choix de verser 100% du montant de la bourse selon le pays d'origine, soit à l'arrivée du participant, soit dès l'obtention de son visa. Il est indispensable de s'assurer que là, le pays partenaire ne soit pas sous le coup de sanctions internationales qui ne permettent pas aux participants d'ouvrir un compte bancaire. Là encore, je pense à l'Iran. Dans ce cas, la bourse devra être versée en espèces, ce qui bien sûr implique une communication à ce sujet bien en amont avec le service financier et le service juridique de l'établissement d'accueil. Effectivement, ça c'est vraiment des points très concrets, et autre chose, je crois savoir que dans vos projets, vous avez fait des demandes de soutien spécifiques, c'est-à-dire des financements supplémentaires que permettent le programme Erasmus+ pour les personnes en situation de handicap. Alors est-ce que vous pouvez nous décrire un peu, la situation? Alors effectivement, nous allons chercher des personnes éloignées de la mobilité et ça, c'est un point qui nous tient à cœur au sein du groupe IGS. Alors nous avons accueilli un étudiant avec une maladie dégénérative des os. Nous avons également accueilli un enseignant souffrant d'une forte cécité, un personnel administratif en fauteuil roulant. Ils ont tous bénéficié de fonds besoins spécifiques, soit pour avoir un accompagnateur, un logement adapté, un taxi, la location d'un PC adapté. Alors, j'insiste sur le fait que cette demande doit être préparée en amont, je dirais à peu près 2 mois et demi avant l'arrivée du participant, afin de pouvoir soumettre la demande de fonds spécifiques à l'agence Erasmus+. Au sein du groupe IGS, nous avons également des référents H+, qui peuvent accompagner ces participants à besoins spécifiques.
Merci beaucoup, Madame Mechri. Vous restez avec nous. On espère qu'il y aura peut-être des questions pour vous à la session questions-réponses. Nous poursuivons cet atelier et allons attaquer désormais la quatrième partie qui s'intitule Se faire accompagner. Pour cela, nous allons vous présenter les outils et ressources mis en place par la Commission européenne et l'agence Erasmus France. Et pour commencer, je me tourne vers Agathe qui va nous les présenter. Oui, effectivement. Donc comme, tu viens de le dire, Aude, plusieurs ressources et outils ont été mis en place par la Commission européenne et l'agence pour accompagner les porteurs de projets, qu'ils soient expérimentés ou débutants, j'insiste. Alors, dans un premier temps, pour vous informer sur le programme Erasmus+, vous trouverez notamment sur le site de l'agence des webinaires, dédiés aux différentes actions du programme. Évidemment, concernant la mobilité internationale de crédit et le renforcement des capacités, les webinaires sont à venir puisque nous n'avons pas encore toutes les informations nécessaires. Toujours sur le site, vous trouverez également une retransmission de la conférence Erasmus+, qui, elle, présente de manière un peu plus générale les différentes opportunités proposées par le programme. En plus de ces ressources, vous avez à votre disposition des plateformes, dont la principale, mon projet Erasmus+. C'est une plateforme qui a été mise en place spécialement pour les porteurs de projets et où se trouve l'ensemble de la documentation technique pour déposer un projet, mais aussi pour mener à bien un projet. La page dédiée du site de la Commission européenne, que vous voyez en dessous sur le diaporama, regroupe aussi plusieurs informations sur les différentes sources de financement possibles. N'hésitez pas aussi, dans le cadre de vos projets, à vous inspirer des projets qui ont déjà été réalisés. Pour cela, vous pouvez consulter la plateforme de valorisation des projets Erasmus+, qui s'appelle Erasmus Project Results, mais aussi notre site internet et plus spécifiquement la rubrique Galerie des projets. J'en profite pour vous parler également des recueils de projets publiés par l'agence et dont certains font des focus ou même sont entièrement dédiés à la coopération internationale et notamment faire la promotion du petit dernier qui, lui, est entièrement axé sur la coopération avec des établissements du continent africain. Voilà pour moi. Merci beaucoup. Je crois qu'à l'agence également, il y a un groupe de travail qui est en place pour mettre en place une boîte à outils pour la mobilité internationale de crédit. Bastien, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Décidément, tu es très bien informé. Effectivement, comme nous l'avons vu ensemble tout le long de cet atelier, la nouvelle programmation 21-27 voit sa dimension internationale considérablement renforcée, notamment sur le secteur de l'enseignement supérieur, mais pas uniquement, puisque d'autres secteurs sont concernés, comme celui de la formation professionnelle. Donc l'agence a décidé, pour accompagner des structures plus ou moins néophytes qui souhaitent se lancer dans l'aventure internationale, de créer une boîte à outils autour de diverses thématiques, telles que pourquoi déposer un projet à dimension internationale, comment trouver des partenaires, créer un réseau, sur quelles structures s'appuyer, des thématiques aussi qui vont viser la préparation et la mise en œuvre et le suivi des mobilités, et sur comment valoriser et évaluer des projets. Cette boîte à outils aura un format un peu virtuel, via des classes virtuelles, des guides, des témoignages et aussi des interviews. Nous espérons qu'elle sera disponible fin d'été, début septembre. Merci bien. Et dernier point, donc, pour se faire accompagner, également les relais locaux sur place. Quand on veut développer des projets à l'international, il est important de connaître le terrain et d'avoir des soutiens sur place. Donc pour ça, il y a les NIO, les National Erasmus Offices, dont a parlé Deirdre Linan tout à l'heure, qui sont des points de contact dans une vingtaine de pays, donc particulièrement Méditerranée du Sud, Balkans. Et bien sûr, on attend impatiemment l'arrivée de ces points focaux nationaux qui seront un véritable réseau dans tout le reste du monde. Sinon, en attendant la création de ces points focaux, nous avons les ambassades, bien entendu, qui sont un appui non négligeable pour les établissements français à l'étranger qui veulent partager des projets avec différents pays. Pour vous présenter un petit peu le rôle des ambassades, je vous propose une interview. Donc c'est en vidéo, elle est décalée. Nous n'avons pas pu la voir en direct aujourd'hui malheureusement.
Donc, l'interview de monsieur Sylvain Cloupet, qui est attaché de coopération scientifique et universitaire à l'ambassade de France au Niger. À l'ambassade de France au Niger sont des missions de continuité de service de l'État au sein du service de coopération et d'action culturelle de l'ambassade. Il s'agit principalement, parce que je suis enseignant-chercheur de formation, et donc je suis détaché du ministère de l'Enseignement supérieur au ministère des Affaires étrangères, enfin de l'Europe et des Affaires étrangères, et je m'occupe en fait de l'animation et du suivi de toute la diplomatie scientifique et universitaire que la France entretient avec le Niger. Donc c'est à peu près 3 grandes missions. C'est le suivi évidemment des accords intergouvernementaux qui lient entre nos ministères techniques, donc enseignement supérieur de chacun des 2 pays. Deuxième partie qui est importante aussi dans mes missions, c'est la promotion de la mobilité universitaire vers la France. Se fait en fait avec deux mécanismes. Le premier, c'est l'espace Campus France, qui est là pour la promotion des études en France auprès des étudiants nigériens. Et puis le deuxième, c'est tout le dispositif de bourse du gouvernement français à destination donc de la France pour des étudiants nigériens, principalement et quasi exclusivement des bourses de thèse à destination de la France pour justement ici appuyer l'État nigérien dans pas dans sa volonté, mais dans son besoin de recruter et de former un certain nombre d'enseignants-chercheurs par rapport en fait à une démographie qui est croissante et puis un nombre d'étudiants qui intègrent l'enseignement supérieur chaque année qui est vraiment important. Troisième axe, qui est aussi dans nos missions et dans les miennes, c'est l'appui pour structurer des accords interuniversitaires. Voilà. Donc on est là pour essayer de favoriser évidemment l'émergence d'un certain nombre d'accords entre des établissements. On est là pour conseiller, on est là pour orienter. C'est que du coup, on a un accord avec la délégation de l'Union européenne ici. Comme en fait, on est quand même traditionnellement, l'ambassade de France est structurée dans ce secteur de l'enseignement supérieur et on est les seuls quasiment ici. On a aussi plus l'espace Campus France. Du coup, on a un accord avec un partenariat qu'on a passé en septembre dernier avec la délégation pour gérer et faire la promotion du dispositif Erasmus+, tant au niveau des étudiants sur l'espace Campus France, tant au niveau des établissements d'enseignement supérieur. Et là, c'est la mission du service de coopération. On a nos financements propres et du coup, on a les financements d'Erasmus+, qui viennent se combiner en complémentarité, voire parfois en substitution de nos engagements français. Et donc, on y a recours pour animer l'ensemble de notre coopération scientifique et universitaire. Elle est évidemment sur les deux axes qui sont très connus sur les financements d'Erasmus+, c'est la mobilité internationale de crédit, donc la mobilité des étudiants, des enseignants, des personnels administratifs. Ça, c'est extrêmement important pour justement faire vivre nos accords interétablissements. Et puis, on a un volet plus institutionnel aussi sur le renfort de capacité, c'est peu utilisé actuellement au Niger, et c'est vraiment une véritable opportunité qui s'ouvre actuellement parce que le ministère de l'Enseignement supérieur engage un certain nombre de réformes structurelles et qui nécessitent un certain nombre de renforts de capacité de ses personnels. Et c'est vraiment aussi une opportunité de saisir ces financements pour appuyer institutionnellement le ministère et puis avoir des établissements européens qui viennent appuyer et qui viennent renforcer les capacités du ministère d'ailleurs et des universités évidemment au Niger. Enfin, nous, on est très contents d'avoir ces financements Erasmus+, qui permettent vraiment d'animer notre coopération. C'est le consulat de France qui délivre les visas ici sur le territoire nigérien, mais l'espace Campus France conseille les étudiants dans justement la meilleure procédure pour déposer ensuite la demande de visa auprès du consulat. À partir du moment où vous avez un accord interétablissement, donc Erasmus rentre dans ce contexte-là, vous avez une procédure qui est simplifiée et qui est dite pré-consulaire au sein de l'espace Campus France. Et en fait, on met tout en œuvre pour faciliter l'obtention du visa. Et je me permets également de rebondir du coup sur l'intervention de monsieur Cloupet, pour vous informer que l'agence Erasmus+ France et Campus France vont co-animer ensemble un atelier, sous forme de webinaire sans aucun doute, à la mi-septembre,
pour les établissements d'enseignement supérieur français qui souhaitent développer leur coopération avec les pays africains. Nous passons à la 5e partie, de notre atelier, la dernière. Nous recevons, le témoignage de Sarah Chergaoui, qui est actuellement, doctorante à l'Université catholique, de Louvain sur le sujet de la technologie membranaire et elle intervient en tant qu'ancienne, étudiante Mundus. Juste, nous l'avions rencontrée à l'occasion de la création du recueil, des projets Erasmus+ et Afrique, dont on vous a parlé à l'instant en qualité de membre de l'ASAF, donc en tant qu'ancienne étudiante de pays africains qui a reçu une bourse de l'Union européenne ou de l'Union africaine. Donc Sarah, on se retrouve là. Je te remercie beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Et est-ce que tu peux nous présenter, s'il te plaît, ton parcours? Oui, merci beaucoup. Oui, je suis Sarah, je suis doctorante en première année ici à Louvain-la-Neuve, à l'Université catholique de Louvain. Et mon sujet porte sur la cristallisation antisolvant en utilisant la technologie membranaire. Je ne vais pas trop en parler parce que ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui, mais je vous explique un petit peu la technologie membranaire parce que c'était également le domaine que j'ai étudié dans mon master. Il s'agit de films qui servent à séparer entre les éléments. Donc, on l'utilise surtout dans les procédés de séparation. Et peut-être vous avez déjà entendu parler de la désalination pour obtenir de l'eau pure de la mer. Donc, pour moi, je travaille dans un domaine qui est lié au domaine agroalimentaire et pharmaceutique, mais il existe plusieurs applications de ces technologies. Pour mon master, c'était en anglais intitulé Erasmus Mundus Master in Membrane Engineering for a Sustainable World. Et en français, c'est le Master Erasmus Mundus de la technologie membranaire pour le développement durable. Et avant de parler de ce master qui était hyper intéressant, je vous explique un petit peu ma situation avant de postuler. Donc, je suis lauréate de l'université Al Khawaïn au Maroc. Et j'ai fait un bachelier de 4 ans, donc un bac plus 4. Et je faisais mes études en anglais parce que l'université suivait un système nord-américain. Et pendant mon bachelier également, j'ai fait un échange en Virginie, aux États-Unis. Et c'est là où j'ai vraiment compris l'importance de la mobilité. Et c'est pour ça que j'étais tellement convaincue de postuler à un master Erasmus Mundus parce qu'il y avait cet aspect de mobilité. Et effectivement, chaque semestre, je me déplaçais d'une université à une autre. Alors, j'ai commencé en France, à l'Institut européen des membranes. On a commencé des cours qui sont vraiment de base et nécessaires pour notre connaissance au sujet de la technologie membranaire. Et puis, au bout d'un mois, je me suis déplacée avec la moitié du groupe à l'université Paul Sabatier à Toulouse. C'est là où on a pris des cours sur la génie-chimie qui sont vraiment nécessaires avant de commencer à apprendre les procédés de séparation liés à la technologie membranaire. Pour mon 2e et 3e semestre, c'est là où on s'est vraiment approfondi nos connaissances dans la technologie. Et ça a été à Prague, à la Tchéquie, et mon 3e semestre à Lisbonne, au Portugal. Et pour mon dernier semestre, on avait le choix de choisir ou faire notre projet de mémoire, et j'ai choisi de le faire à un institut de recherche ici à KU Leuven, université ici en Belgique. Et c'était mon promoteur qui m'a introduit à cette thèse-là, donc je suis tellement reconnaissante. En gros, le master était vraiment une porte pour apprendre pas mal de choses. Et ce que j'ai vraiment apprécié, c'était d'abord le contenu, évidemment. Mais ce qui était vraiment au-delà de mes attentes, c'est l'aspect humain. Les profs, les coordinateurs qui venaient vraiment de plusieurs pays du monde, mes collègues, ils étaient extrêmement gentils et généreux de partager leur culture, leurs connaissances. Donc voilà, je recommande à tous les étudiants de postuler à ce master. Merci beaucoup, Sarah, pour ce témoignage
fort touchant. Nous touchons à la fin de cet atelier. Je retourne vers Mathilde qui va nous faire un petit point sur la session de questions-réponses. Est-ce qu'on a des questions pour nos intervenants? Oui, on a effectivement des questions pour nos intervenants. Et puis la première question, elle est pour vous sur le plateau et en l'occurrence pour Bastien. On a des novices sur l'action AC 131 et notamment la partie dédiée qui peut être dédiée maintenant à l'international. C'est une nouveauté du nouveau programme. En fait, du coup, on est tous novices. Mais la question, elles sont très concrètes. C'est quels accords je dois utiliser? Est-ce que c'est le même que je dois utiliser avec mon partenaire à Berlin ou est-ce que c'en est un autre? Et les fameux 20% que tu as annoncés, est-ce que c'est type de mobilité par type de mobilité ou est-ce que c'est calculé d'une autre manière? Donc pour les accords, effectivement, la question est spécifique à l'intégration, je pense, des pays dits tiers non associés au programme. Donc là-dessus, on reviendra très prochainement pour voir quelles modifications ont été apportées à ces accords et comment les intégrer. Sur la question du pourcentage, pour ceux qui disposent déjà d'une convention de subvention, vous avez vu que vous avez déjà rempli le pourcentage potentiel que vous allez utiliser pour organiser des mobilités hors pays programme. C'est effectivement un pourcentage qui n'est pas, vous n'êtes pas engagé à le respecter, c'est juste en prévisionnel. Ensuite, ce pourcentage-là, comme je le disais, est calculé sur la base du budget initial. Voilà, Mathilde. Merci beaucoup, Bastien, de ces éclaircissements. Il y a une autre question, alors là, plutôt dédiée à nos collègues de l'Université de La Réunion. Les participants, donc, en l'occurrence, un participant, c'était une question, a été impressionné par toute cette stratégie que vous avez mis en place. Vous parlez de plusieurs types d'actions Erasmus+. Mais alors, du coup, la question, c'est est-ce que le jeu en vaut la chandelle? Surtout quand vous avez dit que vous aviez déposé des projets et que vous ne les avez pas obtenus. Et puis la deuxième question associée, c'est mais vous êtes combien pour déposer tous ces projets? Comment vous êtes structuré? Alors, merci pour cette question. Est-ce que le jeu en vaut la chandelle? Oui. Oui, bien évidemment, puisque nous avons des objectifs et pour pouvoir servir ces objectifs, il faut des moyens. Donc, nous déposons beaucoup de projets. En tout cas, c'est vrai que pour l'action mobilité internationale de crédit, en particulier, il y a chaque année, à part cette année, donc beaucoup de projets qui sont déposés. Et pour ce faire, eh bien, nous avons une petite équipe. Voilà, donc au niveau de la direction des relations internationales, nous avons donc 3 ingénieurs de projet qui sont là donc pour bien évidemment accompagner donc les collègues. On reste une université, voilà, on va dire de taille moyenne. Et pour continuer à pouvoir se développer, parce que malheureusement les moyens RH, comme dans toutes les universités, eh bien, sont fortement contraints. Eh bien, on essaye de travailler désormais donc en consortium avec d'autres universités. Voilà, Sophie, si vous souhaitez compléter. Oui, pour dire qu'effectivement, depuis qu'on a commencé en 2016 à postuler pour des projets MIC, moi jusqu'à présent, je suis la seule à rédiger les projets avec les porteurs, mais on va, comme ça prend de l'ampleur, chaque année, on a de plus en plus de porteurs. Déjà, on a dû depuis 2 ans sélectionner les projets que nous accompagnons et que nous déposons. Pour s'assurer déjà avant toute chose de la qualité de ces projets, de leur pertinence et par ailleurs de notre capacité à nous effectivement de les suivre. Donc il y a d'abord une présélection. Est-ce que le jeu en vaut la chandelle? Bien sûr, évidemment, quand un projet qu'on a mis des semaines et des mois à construire n'est pas sélectionné malgré une excellente note, ça fait mal au cœur, surtout quand on connaît les partenaires et qu'on s'est investi. Mais quand on obtient un projet et qu'on voit que ça a permis à des étudiants d'obtenir une bourse, de poursuivre un doctorat. Ça renforce nos écoles doctorales, ça renforce les capacités d'enseignement de nos partenaires, ça donne de nouvelles ambitions à nos équipes enseignantes quand elles vont enseigner à l'étranger, ça renforce la dimension internationale de notre établissement. Donc oui, le jeu en vaut définitivement la chandelle.
Parfait, merci. La prochaine question est pour Valida Mechri. Donc, Valida, tu nous as donné un exemple très concret tout à l'heure en parlant de l'Iran et de certains pays où il y a des problématiques de transfert de fonds. Alors, du coup, on a une participante qui rebondit là-dessus parce que je pense qu'elle a dû avoir la même problématique et elle se demande quelle solution tu as trouvé. Je pense que tu n'as pas changé les règlements internationaux entre l'Iran et la France. Tu as dû trouver une autre solution. Oui, la solution également est de virer une partie des fonds avec le consentement de l'étudiant vers son hébergement, vers la résidence étudiante qui va l'accueillir, ce qui va, on va dire, minimiser le retrait d'espèces. Et bien sûr, après le reste, on n'a pas vraiment le choix, on est obligé de remettre des espèces aux étudiants. Effectivement, cette situation est assez, on va dire, compliquée, notamment pour le service financier. Et là, la question, elle portait notamment sur le billet d'avion. Si l'étudiant n'a pas l'argent pour payer son billet d'avion, est-ce que c'est toi qui le prends en charge? Est-ce que c'est toi qui le paye? Enfin, toi, ton établissement? Alors, on pourrait le faire, effectivement, mais généralement, les billets d'avion pris à partir de la France sont beaucoup plus chers que les billets d'avion pris à partir de l'Iran. Donc, l'étudiant essaye de se débrouiller par ses propres moyens pour pouvoir avancer le billet d'avion. Nous n'avons pas eu cette demande auparavant. Merci beaucoup de ce partage d'expérience. Et une dernière question, cette fois-ci pour Deirdre Lenane, que nous avons vu au début. Alors Deirdre, on a encore des inquiétudes de certains participants. Peux-tu bien confirmer qu'il y aura un appel à candidature à l'automne et nous confirmer, grosso modo, quand c'est qu'il va ouvrir et grosso modo, quand c'est qu'il va fermer? Je sais que tu ne peux pas nous donner les dates exactes, ce n'est pas encore confirmé, mais rassure-les, s'il te plaît. Je ne vais pas mettre ma main au feu parce que je l'ai déjà fait à trop d'occasions. Mais en tout cas, toutes les étapes ont été positives dans les consultations avec les États membres, avec le Parlement, avec toutes les procédures sont en train n'ont pas de retard. Tout est là pour que ça se conclue cet été et comme ça, on pourra inclure les actions dans l'appel. Donc, si tout se passe bien, et a priori c'est le cas, on peut s'attendre à un appel à candidature pour les projets de renforcement de capacité et de la mobilité internationale de crédit à l'automne, avec des dépôts de candidature au printemps. Et tout est prêt. Tout est prêt. Tout est prêt. Je veux dire, alors, tout est bon. Du coup, tu me tends la perche et je ne sais pas si tu vas accepter de répondre, mais justement sur les projets de renforcement des capacités, sur l'appel projet de renforcement de capacité, est-ce que tu es en mesure de nous dire quelques petits mots sur ce qu'il y aura à l'intérieur de cet appel à projet? Oui, oui, ça oui. Je veux dire, on veut attirer plus d'établissements dans l'action. On veut pouvoir permettre à des pays à des universités qui ne sont pas nécessairement dans la capitale, dans les pays pas habituellement participants, des pays tiers qui ne participent un peu moins dans le programme. Donc, il y aura un type de projet qui sera plus petit, plus léger, plus flexible, plus spontané, disons, dans la démarche. Ça, c'est un type de projet. On aura les projets classiques, comme vous connaissez déjà, donc les projets de développement de curriculum, mais on va mettre beaucoup plus d'accent sur l'environnement global de l'institution. On ne veut pas juste un programme, un nouveau programme d'enseignement. On veut vraiment que le monde du travail soit associé. On veut vraiment que toute la pédagogie, les structures autour, etc., soient touchées par ce projet. Et le troisième type sera les projets structurels dont vous avez parlé dans la présentation. Mais là, on veut un engagement beaucoup plus fort en amont du projet. Donc, on va demander une consultation des délégations européennes, du ministère, tout ça en amont, de façon à renforcer la portée politique de ces projets. Mais sinon, ceux qui ont déjà participé vont reconnaître les éléments et ceux qui ont
parfois eu peur de participer parce que ça leur semblait beaucoup trop lourd, vont trouver leur place aussi. Très bien, merci beaucoup pour ces quelques informations et on rappelle, on aura des sessions dédiées quand tout ça sera public et officiel. Donc voilà pour la session de questions-réponses et je redonne la main à Aude. Merci. Merci beaucoup. Eh bien, écoutez, nous allons pouvoir conclure cet atelier qui touche à sa fin, ainsi que l'intégralité de la journée dédiée à l'enseignement supérieur, faite par l'agence Erasmus+ France. Nous vous remercions à tous d'y avoir participé. Nous remercions chaleureusement les intervenantes qui ont bien voulu participer à cet atelier. Je remercie toute l'équipe, bien sûr, nous avons tous travaillé ensemble. Et je vous souhaite à tous une très bonne fin de journée. Au revoir. Au revoir. Dear Erasmus Plus friends and colleagues, I'm Hilda Mucho. I'm from Albania. Actually, I'm a PhD student. My Erasmus Plus experience took place at Mediterranean Agronomic Institute of Montpellier in France. Une des principales vocations du SIAM de Montpellier est de former des étudiants venus de toute la Méditerranée au niveau Master 2 et Master of Science dans les domaines de la gestion agricole et territoriale, de l'agrologistique, de l'agroalimentaire, des politiques publiques et de l'ingénierie de projet. Nous pilotons et sommes également partenaires de nombreux projets de coopération internationale. Pour ces Erasmus Day 2020, nous avons choisi de mettre à l'honneur nos partenaires albanais avec qui nous avons une longue histoire de collaboration et d'échange. Au travers de conventions de partenariat d'échange Erasmus+, nos étudiants, nos enseignants et nos personnels collaborent avec 3 universités albanaises, l'Université agricole de Tirana, l'Université européenne de Tirana et l'Université Fannoli de Korça. Erasmus+, pour moi, c'est avant tout des étudiants pleins d'enthousiasme qui se découvrent en même temps qu'ils découvrent le monde. Le programme Erasmus+ à Montpellier où je viens de participer m'a donné la possibilité d'améliorer le français, de créer des amitiés internationales et surtout de découvrir une nouvelle méthode d'apprentissage. Récemment, j'ai participé à un programme Erasmus+ à Montpellier où j'ai eu la possibilité d'améliorer le français et de mieux connaître moi-même et mes limites. I'm very happy to be part of Erasmus Plus community because thanks to this amazing experience, now my vision in professional but also in personal life is wider and also my social network is larger. Erasmus Plus opened doors, minds and hearts, especially needed during pandemic time. So, vive l'Erasmus et vive la France! Thank you, merci beaucoup. La qualité de l'accueil de nos partenaires est pour nous une préoccupation majeure. Nous disposons d'un centre de français et langue étrangère pour faciliter leur intégration. Mon séjour à Montpellier a été une expérience précieuse pour améliorer et renforcer les compétences professionnelles et linguistiques et aussi c'est une bonne possibilité de découvrir les pays, l'histoire et les cultures. C'était une excellente opportunité dans l'échange expérience avec le personnel académique et les étudiants. En plus de renforcer des capacités techniques ou pédagogiques, Erasmus+ permet de développer des qualités humaines comme le renforcement de la confiance en soi et puis de vivre des expériences extrêmement enrichissantes. I'd like to mention that being part of teachers' mobilities into several projects with different European universities in the framework of the Erasmus+ program has helped me to develop professionally and academically, to increase my self-confidence. Erasmus is a great opportunity, not only for professors, but for students as well, since they can exchange culture, experience and ideas. J'ai eu l'occasion avec ma collègue Raphaël, qui est documentaliste dans le même institut, à organiser une formation grâce à Erasmus+. Bon, grande surprise. Pour nous, on a été vraiment très très satisfaites. On a pu se rendre compte qu'on était capable d'organiser donc et de faire une formation en langue anglaise. Qu'on a pu aussi avoir de belles interactions avec nos participants. Et du coup, ça nous a donné confiance, ça nous a permis aussi de nous sentir utiles. Ce n'était donc pas un voyage de complaisance.
Et puis, cerise sur le gâteau, ce travail va aussi nous être utile dans l'organisation de formation aux étudiants dans une nouvelle offre de master en langue anglaise. Donc voilà, rien n'est perdu. Et humainement, alors là, c'était aussi un grand bonheur. On a pu avoir des échanges très enrichissants, un très bel accueil avec des gens charmants. C'était vraiment une excellente expérience, non seulement pour l'opportunité d'enrichissement professionnel pour moi, mais aussi parce que j'ai eu l'opportunité de connaître de nouvelles personnes, de visiter un nouveau pays, de collaborer avec les autres et bien sûr de rafraîchir mon français. Le plus spécial moment de cette expérience pour moi reste l'hospitalité de toutes les personnes que j'ai connues à Montpellier. Last year, I was lucky to be part of programs for teaching and training at IAM Montpellier, France. Given the pandemic situation, I encourage the continuation of these programs by online platforms. I wish success to future participants. J'ai participé en tant qu'enseignant à l'Institut agronomique méditerranéen de Montpellier à plusieurs activités de mobilité avec des universités albanaises dans le cadre du programme Erasmus. Ces expériences d'échange d'enseignants, mais aussi d'étudiants et de personnel administratif, ont très largement contribué au développement des collaborations avec l'Albanie. Ces mobilités m'ont permis de mieux comprendre le contexte albanais, les besoins tant au niveau de l'enseignement que de la recherche. J'ai eu la chance de bénéficier d'une mobilité pour me rendre en Albanie travailler avec les collègues d'un projet Erasmus+. J'ai aussi pu, à mon tour, accueillir au sein de mon institut des collègues en mobilité. Mon sentiment, c'est qu'Erasmus+ permet une proximité avec les personnes qui nous accueillent qui va au-delà du cadre de travail. Erasmus+ demande bien sûr des qualités d'organisation pour réserver le meilleur accueil à nos partenaires internationaux. Mon rôle est d'accompagner ces étudiants dans leur démarche administrative, que ce soit pour ouvrir un compte bancaire ou pour souscrire une assurance. Les étudiants sont parfois angoissés à l'idée de ces démarches et le fait d'avoir une personne au contact les rassure et les apaise. Le fait d'être en quelque sorte un repère pour ces étudiants est très gratifiant pour moi. J'essaie d'anticiper leurs demandes, leurs inquiétudes, en leur donnant un maximum d'informations avant leur arrivée, également pendant leur séjour bien sûr, afin de les apaiser, d'être là pour eux. Il arrive même qu'après les mobilités, certains étudiants me contactent, m'écrivent pour me remercier de ce que j'ai fait pour eux pendant leur mobilité. C'est une reconnaissance de la part des étudiants qui est extrêmement touchante et qui est une réelle motivation au quotidien. Et puis Erasmus+, ce sont les alumni, d'anciens étudiants que nous avons formés et qui sont parfois devenus enseignants dans leur pays, et avec qui nous collaborons au travers de projets d'enseignement, de coopération et de recherche. Et la boucle est bouclée. Actually, I'm a teacher and researcher at Agricultural University of Tirana. I wanted to share my experience of Erasmus+, and I must say that Erasmus Plus is a very good experience because it helps us to develop very important soft skills such as language skills, communication skills, and networking skills, which are very demanded by the marketplace in nowadays. Et j'ai une très longue histoire de collaboration dans le cadre d'Erasmus+, Mobility et Capacity Building. Je suis hyper content de pouvoir voyager, échanger entre collègues à travers l'Europe par le biais de ce programme d'échange qui est très intéressant et qui nous donne beaucoup de possibilités dans toutes les universités. Et à nos amis albanais, nous disons Rov të Shqipëria.